Shalom, bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midrash et Tuda Manitou, on a le plaisir de retrouver Eliezer Charodotsky. Tu veux nous parler de Yom Ha'atzmaut. On a quelques heures de Yom HaShoah, mais tu passes déjà. Non, Ah non, si, de non, je Yom ne parle HaShoah. pas de Yom Tu veux parler de Ha'atzmaut. Yom Non, Quoi? non, non, non. Tu n'as pas lu là le titre? Alors, tu parles de quoi? Le titre? Le titre de la conférence, tu n'as pas vu? De Yom HaShoah, oui, tu parles de Yom HaShoah, pardon. Tu parles de Yom HaShoah. Euh, Juste une anecdote, vraiment une seconde, je ne vais pas te prendre du temps. J'étais à Pessah dans un endroit et le rabbin parle, etc. Et il nous dit, bah, vous voyez, de Pessah jusqu'à Shavuot, il n'y a aucune célébration, aucune fête. Et puis de toutes les manières, vous savez, dans cet exil terrible où nous sommes aujourd'hui, on prie pour la Géoula à venir. Et bon, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai pensé très fort. J'ai dit, mais t'as oublié qu'il y a Yom HaShoah, qu'il y a Yom Ha'atzmaut, qu'il y a Yom Yerushalayim, qu'il y a Yom HaZikaron. Et grâce à Midrash Yehuda, on met ça en lumière. Et grâce à toi, Eliezer, on parle de ces moments qui sont les Yemé Zikaron Lomim, les moments très importants de l'année, des Chavod. Mamash, mamash. Ouais, ouais, ouais. Waouh. Top, les amis, comment allez-vous? Vous savez, je me rappelle ces dernières années, on a beaucoup parlé de la mémoire de la Shoah dans la mémoire nationale juive et israélienne, et israélienne en particulier. Et là, je pense que Yom HaShoah, ce soir, il est, euh, il est très différent. Il va être très différent de tous les autres Yom HaShoah. Mais maintenant, avant de discuter et de partager ces quelques pensées, je pense on doit commencer par une rétrospective de la mémoire. C'est pour ça que je vais soumettre une liste de sources à laquelle on va de temps en temps, sur laquelle on va jeter un coup d'œil. Euh, mais parce que notre mémoire de la Shoah, quelque part, elle reflète, elle reflète l'état de notre nation. L'état de notre nation. Alors bon, je commence par poser quelques jalons et après on va voir. Maintenant, quel était le premier Yom HaShoah? Le premier Yom HaShoah, c'était quelque chose qui était organisé par le grand rabbin, le Rav Yitzhak Isaac Herzog, qui déjà vers la fin de l'année 44, c'est-à-dire beaucoup de mois, presque une année avant la fin de la guerre, a déjà commencé à penser à la manière de commémorer ce qui se passait en Europe, tout le monde le savait. Et donc, il a mis en place une commission, il avait même mis en place il y avait des rituels, des tkassim, des rabbanim et d'autres juifs qui se rendaient de Jérusalem jusqu'à Kever Rachel, au tombeau de Rachel, pour là-bas dire des cantiques, et dire des pleurs, etc. Il y avait une commission qui était mise en place pour décider quelle date serait choisie pour commémorer. Il y avait plusieurs propositions, il y avait des représentants de toutes les franges, il y avait des personnes, Nachem Begin, qui proposait que ce soit le Tisha B'Av, il y en a d'autres qui disaient non, ça doit être une nouvelle date, c'est quelque chose qui sort complètement hors de tout ce qui a existé jusque-là, il doit y avoir une autre date. Naturellement, d'autres qui disaient non, Hadash, Asur Minatora, on ne peut pas choisir notre, on ne peut pas fixer une date pour finir. La date qui a été choisie, c'était, comme on le sait, le Asara Betevet, euh, un jour, un jour de jeûne, et qu'on a véritablement commencé qui a été la date qui a été choisie déjà dans la deuxième partie des années 40. Et ce n'est qu'après qu'il y a eu euh, la date qu'on célèbre aujourd'hui, à savoir le 27 Nissan. D'autant plus qu'il y avait un autre lieu de commémoration qui était le Mont Sion, Har Zion. Il y avait un musée qui existe toujours,
Martef HaShoah, qui célèbre pas les individus qui ont péri, mais qui célèbre pas célèbre, qui commémore les communautés qui ont péri, qui le fait de manière très traditionnelle. Et il y avait là-bas un tekes chaque fois avec le président, avec personne qui s'appelait Kahane, le Rav Kahane qui menait ça. Enfin bon, c'était tout un. Maintenant, il y a un problème, c'est que ça n'a pas pris, ça n'a pas été accepté, ça n'a pas vraiment accepté, mais c'est pas quelque chose qui a fait l'unanimité. Et pour finir, au début des années 50, après maintes discussions au sein de la Knesset, entre les partis de gauche, MAPAM, Ardouta Avoda, et les partis religieux, à Mizrahi, à Poel à Mizrahi, à Oudat Israël, etc., eh bien, euh, il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord sur quoi? Sur ce qu'était l'héroïsme, qu'est-ce que c'était héroïsme juif pendant la Shoah. Pour les personnes religieuses, l'héroïsme, c'était d'aller dans les chambres à gaz en conservant son identité juive, en prononçant le Shema Israël, en prononçant le Vidouille, en prononçant le Anima Amin. C'était l'héroïsme spirituel par excellence, alors que non, les autres disaient non, le seul héroïsme qui vaut, eh bien, c'est les armes en main, c'est celui de Mordechai Anielewitsch, c'est celui des résistants, c'est celui des partisans, c'est ceux qui ont lutté contre les nazis, les armes en main et avec les grenades, etc., etc. Et c'est pour ça que non. Et puis aussi, on veut inscrire cette commémoration pas dans le calendrier traditionnel galoutique, c'est-à-dire associé à la galoute, mais on veut fixer une nouvelle date. Et cette nouvelle date va être fixée en fonction de la révolte du ghetto de Varsovie. Maintenant, la révolte, comme on le sait là-bas, elle a débuté la veille de Pessah, le 13 Nissan. Bon, le 13 Nissan, vous n'allez pas fixer Yom HaShoah la veille de Pessah. Personne ne va suivre. Hein. Tout le monde est dans la préparation de notre sortie d'Égypte. Hein. OK, on ne peut pas le faire non plus pendant le Chol HaMoed. Hein. Isroukak, comme on dit, Mion, Léon. Pour finir, on est arrivé au 27 Nissan. Et ça a été choisi comme jour de commémoration, et ce qui existe jusqu'à présent, qu'il y a le jour de commémoration, le Asara Betevet, le jour de commémoration de Kavzain Nissan, Ken, parfois repoussé, etc., peu importe. Maintenant, cela dit, ça, on voit qu'au début, déjà, il y avait machloket, il y avait controverse sur la Shoah. Mais là, c'était une controverse d'ordre un peu, je ne vais pas dire théorique, mais d'ordre de différentes conceptions, de différentes perceptions de la réalité. Euh, Maintenant, c'est-à-dire, ça n'a pas donné lieu à des manifestations, ça n'a pas donné lieu à des articles virulents, véhéments contre vous êtes des traîtres. Non, c'était un débat à la Knesset, un débat qui était agité comme tous les débats à la Knesset, mais c'était pas rien de. Il n'y a aucune coalition qui a chuté, aucun gouvernement qui a chuté, aucune élection qui a eu lieu à cause de ce débat. Bon, OK. Maintenant, les 13 premières années de l'existence de l'État, la mémoire de la Shoah a donné lieu soit à un mutisme total, soit à des batailles jusqu'à l'assassinat, jusqu'au meurtre, jusqu'à la prise de sceau de la Knesset. Okay. Maintenant, pourquoi le silence? Eh bien, le silence pour une raison très simple, c'est que euh, euh, ceux qui ont survécu, par définition, étaient coupables d'avoir survécu.
Si on a survécu, c'est-à-dire on a fait quelque chose. Si vous avez survécu, ça veut dire que hein, vous avez certainement fait quelque chose. Vous savez, il y a la loi qui a été reçue, là, la loi euh, contre les criminels nazis et leurs collaborateurs. Dans les années 50, cette loi était appliquée essentiellement contre les collaborateurs. On n'avait attrapé aucun criminel nazi à l'époque. C'était qui les collabos? C'était les capots, c'est-à-dire c'était les juifs qui jugeaient les juifs, qui ont collaboré dans les ghettos, dans les camps, etc., avec euh, la machine exterminatrice allemande, nazie. Euh, c'est des mots qui, à cette époque, n'ont pas, ce sont beaucoup plus synonymes qu'on pourrait le croire. Et donc, les gens se taisent. Vous prenez le livre, je ne sais pas, de Grossman, Re Erech Ahava, voyez en bas de page Amour, qui raconte l'histoire d'une famille de survivants de la Shoah qui, le jour de la sirène, eh bien, ils s'en vont quelque part très, très, très loin. Là, on ne va pas entendre la sirène. C'est pas quelque, c'est-à-dire, on veut pas, on est mal vu, on est traité de sabon, on est traité d'abat-jour, on est traité de tzon letevar comme un troupeau à l'abattoir. Et puis de l'autre côté, les tsabarim, les Israéliens qui étaient là pendant les années 40, eh bien, naturellement, ils peuvent pas, c'est des pionniers. Ils ne sont pas prêts à s'identifier avec des pères au propre comme au figuré, qui sont des victimes, qui sont des objets de l'histoire. Nous sommes les maîtres de notre sort, ils disent. Nous bâtissons. Banukan livnot ou les ibanot. On est là, venu là pour construire et pour être construit. On n'est pas des objets de l'histoire, on n'est pas des victimes de l'histoire. Donc, soit on se tait, soit on se bagarre. On se bagarre. Deux exemples les plus célèbres. Le premier, c'est les négociations sur les réparations de l'Allemagne. Pourquoi? Parce que, pas seulement parce qu'on a besoin d'argent, parce que ce que dit Ben Gurion, on va le gars voir maintenant ce que dit, on va commencer à voir quelques sources quand même, je les ai oubliées entre-temps. Voilà. On va y arriver bientôt. Ce que dit Ben Gurion, c'est, citant le prophète Eliyahu, c'est-à-dire ça ne suffit pas que vous nous ayez assassinés, vous voulez aussi nous hériter. C'est-à-dire, on ne parle pas du rachat de votre crime. On parle uniquement que l'Allemagne rende les biens spoliés, une partie des biens qui ont été spoliés, des Juifs qui ont péri, qui ont été assassinés pendant la Shoah. Il s'agit de milliards. Il s'agit de dédommagements pour les Juifs qui ont été rescapés de la Shoah. Il s'agit maintenant de dédommagements à l'État juif qui est représentant du peuple juif. Maintenant, à l'opposé, il y a Begin qui dit à ce sujet, le sang va couler. Moi, j'ai donné ordre avec l'Altalena en juin 48 qu'il n'y aurait pas de guerre civile fratricide alors que l'ennemi est à nos portes. J'ai donné ordre pendant la saison de ne pas répondre, de ne pas rétorquer.
aux gens du, du Palmar, du Mapam, etc., de la Haganah, qui venaient enlever nos combattants du Hetzel, surtout un peu du Lechi, mais surtout du Hetzel, non? C'est-à-dire, j'ai empêché la guerre fratricide à ces deux occasions. Maintenant, le sang va couler. Pourquoi? Parce que maintenant, il s'agit de quelque chose de principe. On a, ils nous ont pris nos corps. Maintenant, vous voulez leur vendre notre âme. Vous voulez les disculper. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça va être compris, comme une disculpation du meurtre. Voilà, comme le dit la petite fille d'un député du Khérout, s'adressant à son père, dis-moi papa, combien on va recevoir pour grand-mère? Combien d'argent on va recevoir pour grand-maman? Okay? Parce que ça va comme ça que ça va être compris. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le vote, il a lieu en 52, l'hiver 52. Quelle date le vote? Le vote, il a lieu le Asara Betevet. Le 10 Tevet, la Knesset vote au sujet des dédommagements de l'Allemagne nazie, de l'Allemagne, de la République fédérale allemande, Adenauer, et, et à l'extérieur, c'est la bataille. Menachem Begin, accompagné de dizaines, de centaines de milliers de juifs, il est en train de monter de Kikar Tzion pour prendre d'assaut la Knesset, qui à l'époque se trouve sur ce bâtiment que ça fait, je ne sais pas, des décennies déjà, qui est entouré de panneaux en annonçant qu'il est là, en train d'être réparé, etc., retapé. Mais bon, j'imagine que ça avance pas trop. Enfin bon, c'est Binyan Frumin. Binyan Frumin, donc c'est quoi? C'est remonter tout le Ben Yehuda. Et il y a la police qui emploie du gaz et du gaz contre les Juifs. Enfin bon, il y a des dizaines et des dizaines de blessés. Menachem Begin est arrêté, il est envoyé en prison, il y passe quelques mois. Enfin bon, il est interdit de Knesset, d'apparaître à la Knesset, etc. Enfin bon, c'est euh, la bataille. Deuxième cas, c'est en 55 avec le procès de Kastner qui est accusé. Non, pardon, c'est pas le procès de Kastner. C'est le procès mené par Kastner pour diffamation contre un juif qui s'appelle Malkiel Grunwald, qui accuse Kastner d'avoir collaboré avec Eichmann pour essayer de sauver quelques juifs de Hongrie en 1944 avec le train, la Rakevet Kastner, etc., etc., et qui l'accuse véritablement d'avoir vendu tous les autres juifs. D'avoir vendu tous les autres juifs. Etc. Pour finir, ce procès se transforme en procès, pas de Michael Grunwald, mais de Kastner. Et de Kastner et le juge Lévy, Shofet Lévy, dans sa fameuse phrase, il dit, eh bien, Kastner, vous avez vendu votre âme au diable. En 57, pour finir, il se fait attraper par qui, on ne le sait pas, mais il se fait tuer dans l'entrée de sa maison, tué par balle. Et depuis, on ne sait pas qu'il on sait pas qui l'a fait. Donc pourquoi je raconte tout cela, c'est qu'on voit que l'histoire, la mémoire de la Shoah a une histoire. Les premières 13 années de l'existence du pays, 12 années, eh bien, c'est une histoire soit de mutisme, soit de bagarre intestine, fratricide, jusqu'à l'assassinat. 3 gouvernements sur 8 des 10 premières années tombent à cause de crises portant sur les relations entre Israël et la République fédérale d'Allemagne.
c'est un passé dont on ne sait pas quoi faire. C'est une bombe, une bombe, une dynamite qui explose de manière incontrôlable. Jusqu'à ce qu'en 1960, tout d'un coup, apparaisse David Ben Gurion devant la Knesset en disant qu'on vient d'attraper Adolf Eichmann. Il vient d'atterrir en Israël, il a été attrapé à Buenos Aires et son procès va bientôt débuter. Et là, ce procès qui est mené en 61, eh bien, c'est un procès qui, tout d'un coup, qui métamorphose la société israélienne. Lama, parce que tout d'un coup, bon, ça se passe dans la salle de Gérard Behar, tout au centre de Jérusalem. Vous pouvez venir, vous pouvez entendre. Les personnes du gouvernement viennent écouter. Et puis tout d'un coup, les Juifs parlent. Pourquoi? Parce qu'il faut des témoignages. Alors les témoins des camps viennent témoigner. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus, c'est quoi de surprenant dans cela? Eh bien, ce qu'il y a de surprenant, c'est la première fois qu'ils parlent. Plus que cela, c'est la première fois qu'on les écoute. C'est la première fois que Israël, sioniste pionnier, est prêt à les écouter. Yechiel Dinour, Katsetnik, etc., toutes ces personnes, il est prêt à les écouter. C'est la première fois qu'Israël, au lieu de se chamailler entre victimes, qui a le plus collaboré avec les Allemands, eh bien, tout d'un coup, on a une toute autre position, tout un autre statut. On est, en tant que juge et accusateur de euh, euh, nos assassins. Nous sommes en train de juger Eichmann. Nous sommes les témoins, nous sommes les accusateurs, nous sommes les juges. Pour la première fois, Israël, vis-à-vis de la Shoah, apparaît pas en tant qu'objet, mais en tant que sujet, en tant qu'État souverain, qui décide qui doit mourir et qui doit rester en vie, et qui décrète la peine de mort pour Eichmann. Et ça, c'est une chose qui est tout à fait nouvelle. Et après 61, après l'exécution de Eichmann en 62, eh bien, c'est toute une autre mémoire. Regardez, regardez ce que d'abord écrit Chaim Gouri. Après, Chaim Gouri, c'est-à-dire le poète national, avec Nathan Alterman, Bialik n'étant plus de ce monde, qui a écrit « Nous devons demander pardon au nombre illimité de personnes que nous avons jugées dans nos cœurs, jugées sans être là où ils étaient, sans avoir été là où ils ont été. Nous les avons jugés sans nous demander si nous avions le droit de le faire. Et beaucoup de remarques dans ce sujet, c'est-à-dire après 61, Israël, tout d'un coup, il a une mémoire commune. Une mémoire commune avec une réponse commune à ce qui s'est passé. Regardez encore une fois, c'est le même Chaim Gouri. Nous avons vengé ta mort, amer et solitaire, avec notre poing lourd et chaud. Nous construisons ici un monument au ghetto incendié, un monument vivant et immortel. À quoi il fait référence? À quel monument? État d'Israël. L'État d'Israël, c'est la réponse à la Shoah. C'est la réponse à l'impuissance. Donc, Ben Gurion, Mapai et en fait, et Begin aussi, la gauche comme la droite, les religieux comme les laïcs, tout d'un coup, on se forge
une mémoire, un pilier, un passé commun qui, après 61, il n'y a plus de crise au sujet de nos relations avec l'Allemagne. Oui, non? Elle va bientôt ouvrir son ambassade en Israël. C'est-à-dire, le passé, plus ou moins, il est réglé. Bon, il y a quelques personnes qui ne sont pas d'accord. Pourquoi je les cite? Vous pourriez dire, ah, c'est à peine quelques centaines de personnes. Pourquoi je les cite? Eh bien, parce que à l'époque, leur influence, elle est zéro, ou presque. Mais quelques dizaines d'années plus tard, elle va croître de manière démesurée. On va le sentir dans les années 2000-2010. Mais en 61, 62, quand on entend ces personnes, euh, eh bien, on cite là Hugo Bergman, l'ami de Martin Buber, qui dit la chose suivante. Je suis absolument contre la peine de mort qui vient d'être décrétée contre Eichmann, il marche pas. Que des juges se réunissent et décident objectivement et froidement qu'une certaine personne doit être pendue et que quelqu'un d'autre, et non elle, doit être payé pour le faire, représente, à mon avis, un acte d'une extrême cruauté. Qui leur a permis de prendre une vie et par conséquent d'empêcher le repentir de l'accusé alors qu'il est encore en vie. Seul celui qui donne la vie peut la reprendre. L'essentiel pour moi, c'est l'âme d'Israël. La terrible expérience de la Shoah a déjà marqué nos âmes. Les complexes qui nous troublaient depuis des centaines d'années, que j'appellerais le complexe d'Amalek, se sont à nouveau réveillés. Regardez, le problème, ce n'est pas ce qui nous a été fait. C'est le complexe d'Amalek qui s'est réveillé en nous. Entre parenthèses. Je crois sincèrement que le Tout-Puissant, béni soit-il, nous a choisis pour être les saints des peuples du monde. Je crois sincèrement que pardonner à cet homme mettra fin à la haine et apportera un peu de paix au monde. Je suis convaincu que la condamnation à mort augmentera la haine dans le monde, envers nous et envers les autres, et donnera au diable une grande victoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, amnistier, gracier, zéro, ça nous fera, pour nous, pas pour lui. Pour nous, ça nous fera bien à nous et au monde aussi. Quelle est la réponse de la société israélienne dans son écrasante majorité? La seule peut-être qui est avec les professeurs, eh bien c'est un autre professeur qui s'appelle Hannah Arendt, on ne va pas en parler aujourd'hui. Le journal Maariv, en réponse à la demande de grâce, dit non. 6 millions de fois non. Le président Ben Tzvi cite le prophète Shmuel qui parle à propos d'Amalek. Comme ton épée comme ton épée a privé nos femmes d'enfants, nos femmes, c'est une mauvaise traduction. Ainsi, votre mère, ta mère, parmi les femmes, perdra son fils. En citant Shmuel 15, c'est-à-dire, bon, il y a aussi une remarque intéressante de Yeshayahu Leibovitch. Pour une fois, on peut être d'accord avec lui, mais bon, si vous voulez, vous la lisez, moi, je ne la lis pas. Maintenant, on voit qu'ici, il y a des professeurs qui sont, non, la réponse à la haine, c'est uniquement l'amour, la réponse à l'assassinat, c'est la grâce, la réponse aux atrocités, c'est le pacifisme. La réponse d'Israël, de tout Israël pratiquement, à cela, c'est pas, c'est l'État juif. L'État juif, c'est la réponse. Maintenant, ensuite arrive la guerre des 6 jours. Et là, encore une fois, à chaque crise, et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais je pense que ça doit être dit, c'est qu'il n'y a pas une décision d'importance
qui a été prise en Israël et qui n'a pas été prise à l'ombre de la Shoah. La Shoah, son nombre, son spectre, l'homme gêné, quel que soit le nom qu'on donne à ces expressions, sa mémoire était présente chaque fois qu'on décidait que ce soit de Roumanie, du Yémen, de l'Irak, du Maroc, de Bulgarie. C'était ça. Le projet nucléaire, c'est ça. Les guerres, c'est ça. Les terrorismes, toutes les décisions étaient prises avec la mémoire de la Shoah comme guide pour prendre la bonne décision. Et à chaque fois aussi qu'une nouvelle épreuve s'annonçait à l'horizon, proche ou lointain, eh bien, l'étalon de comparaison, le point de référence par excellence, c'était la Shoah. Et alors arrive la guerre des 6 jours, Abba Even. Les frontières d'Israël, du 5 juin 67, début de la guerre des 6 jours, ce sont des frontières d'Auschwitz, on ne peut pas y revenir. Souvenir d'un soldat à l'époque, tout le monde s'attendait à être détruit en cas de défaite. Le génocide était une possibilité imaginable pour ceux qui ont grandi en Israël, même s'ils n'étaient pas des survivants des persécutions hitlériennes. C'est la leçon des chambres à gaz, des chambres. En Israël, tout le monde vit avec cette idée. Nous y avons tous pensé, chaque Israélien, sans que cela fait partie de sa vie, reconnaît la précarité de son existence. J'en fais moi-même l'expérience à tous les niveaux, et pas seulement à cause de la menace militaire. Guerre de 67. L'existence juive en Israël n'est pas garantie d'un point de vue historique. Nous sommes un phénomène relativement nouveau, et à part cela, nous sommes peu nombreux. Ça, c'est un soldat qui parle, qui voit la guerre des 6 jours au travers du prisme de la perspective de la Shoah. Menace de mort, menace existentielle, oui, non, etc. Aryeh Ben Eliezer, un autre un député de cette époque, parti de Begin, Kherut, nous n'étions pas aussi peu nombreux qu'on pourrait le penser. 6 millions de personnes ont combattu à nos côtés. Nous murmurons à l'oreille le 11e commandement. Vous ne vous laisserez pas abattre. Commandement qui a été omis au mont Sinaï, mais qui nous a été donné lors des récentes batailles du Sinaï. À quelle bataille fait référence? Aux batailles de la guerre des 6 jours. Donc d'un côté, encore une fois, nous ne sommes pas seuls. Nous avons 6 millions de nos côtés. À côté de qui? De notre armée. Tahal, c'est la réponse. Et là arrive un autre commentaire d'un penseur, un kibbutznik, très intéressant, controversé, mais Moukitsour. Après la guerre des 6 jours, il dit la chose suivante. La Shoah nous a donné 2 commandements. Okay? Rappelez-vous le commandement qui a été mentionné par Aryeh Ben Eliezer, ne pas se laisser tuer. Moukitsour, il parle d'autres commandements. Vous ne serez pas vaincus et vous ne serez pas victorieux. Ni vaincu, ni perdant, ni vainqueur. Pourquoi? Il dira, vaincu parce que c'est être comme les Juifs de la Shoah, vainqueur? Non, c'est être comme les Allemands. Manienne. Donc, encore une fois, là, vous voyez, et c'est une personne d'influence, vous voyez qu'on revient un peu à la position qui approche des Buber, Bergman, etc., etc. Le Rav Tzvi Yehuda, il part d'un autre moment, et qui est peut-être la diagnose générale des professeurs de Moukitsour et pas seulement, et de ce qu'on a entendu aussi, c'est que lors de la Shoah, nous avons non seulement perdu 6 millions de personnes, mais notre peuple, ceux qui sont restés en vie, les 12 autres millions, a subi un traumatisme, zazu nefesh, incroyable dans son âme. La peur s'est installée
quelque part qui est refoulée ou pas refoulée, mais elle est très présente. OK, maintenant, bon, on ne va pas passer en revue toutes ces choses, mais euh, maintenant, je veux arriver aux années 80 avec Menachem Begin et pour parler de deux leçons maintenant. Jusque-là, on a vu une leçon qui a été tirée de la Shoah. C'est la leçon d'un État juif fort, victorieux. Bon, il y a des voix qui se font entendre au sujet, qui doutent de la nécessité de la victoire et du bien fondé de notre victoire, mais c'est des voix qui sont minoritaires. Dans les années 80-90, ça va changer. Ça va changer, on va le voir. Euh, D'un côté, on entend, citation 16, Menachem Begin, qui dit la chose suivante. Après la Shoah, personne, où que ce soit, n'a le droit de donner des leçons de morale à notre peuple. Pourquoi? Parce que tous les peuples étaient complices, tous. Le seul peuple qui est sorti indemne au niveau moral de la Shoah, c'est le peuple juif. Donc, vous n'avez aucun droit. Plus que cela, euh, il disait que le QG de Arafat à Beyrouth pendant la première guerre du Liban et avant, bien entendu, et c'était comme le bunker de Hitler. Lutter contre le Fatah et contre l'Organisation de libération de la Palestine, c'était lutter contre les nouveaux nazis. Donc, encore une fois, c'est la position plus ou moins traditionnelle, bon, un peu reformulée, mais en gros, l'ennemi, c'est le même ennemi. La réponse, c'est la même réponse. Medinat Israël, Tzva Hagana Israël. Mais là, il y a une réponse qui se fait entendre, qui est beaucoup plus influente, qui a beaucoup plus, qui est beaucoup plus entendue en Israël déjà. Amos Oz, il rétorque à Menachem Begin, il lui dit, Adoni Rosh Hamamshala, je ne sais pas s'il lui a dit ça, il n'avait pas trop beaucoup d'estime pour toutes les personnes qui n'étaient pas d'accord avec lui. Mais admettons, Hitler est mort, il ne se cache pas à Beyrouth. Voilà, ça sonne bien. Ça ridiculise un peu, quoi, aussi. Rana, mais t'es drôle, Menachem. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est pas seulement Hitler qui est mort. C'est la menace existentielle qui est morte. Cesse de brandir la menace existentielle pour mener une guerre qui n'est pas trop justifiée. Cesse de faire de la Shoah un prétexte pour toutes tes menées, pour toutes tes aventures. Il est mort, Hitler. Cesse de nous faire marcher. Yair Tsaban, du parti MAPAM, ensuite de Meretz, il va être ministre de l'absorption. Il dit, nous devons, qu'est-ce que la Shoah nous apprend? D'être à l'affût des signes d'affaiblissement de la démocratie. La tendance à la dictature peut être assimilée, en Israël naturellement, à la menace d'une maladie cancéreuse du peuple. La dictature, le dictateur, c'est qui? C'est qui la menace de la dictature? Bien, c'est Begin, bien sûr. Ken? Mais là, je voudrais résumer. Jusque-là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux questions qui sont posées au sujet de la Shoah et il y a deux réponses qui sont données. Les questions qui sont posées au sujet de la Shoah, première question, comment est-ce que cela nous est arrivé? Nous, au peuple juif. Réponse très simple. On était
On n'avait pas d'État, on n'avait pas de force de défense, on n'avait personne pour nous défendre, pour nous représenter, pour parler en notre nom. La réponse, c'est l'État. Un État fort, un État victorieux, un État qui compte sur soi, un État qui sait se défendre, un État qui sait reconnaître ses ennemis, qui sait regarder le danger droit dans les yeux, c'est la réponse. La deuxième, et ça, c'est une question, une réponse posée par, c'est la façon de concevoir et de comprendre la Shoah, tant du côté du Mapai que du côté du Likoud. C'est ainsi qu'on le voit. Mais il y a une nouvelle génération qui arrive et qui pose une toute autre question. C'est comment est-ce que c'est arrivé tout court, pas avec nous. Comment est-ce que c'est arrivé avec l'humanité? La réponse, nationalisme outrancier, racisme, théorie de la race, État hyper puissant, autoritaire, dictatorial, tyrannique, ein Führer, ein Volk, etc. Ein Reich, un leader, un peuple, un empire, etc. C'est comme ça que c'est arrivé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Encore une fois, donc là, la question, c'est comment est-ce que c'est arrivé tout court? La réponse, c'est ce que j'ai donné. Et la conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut renforcer les éléments démocratiques, libéraux de notre État. Il faut que ce soit un État faible, si possible, une armée pas trop forte, un gouvernement limité, que les droits des minorités soient maintenus, que les droits de l'homme et des individus soient maintenus, que les droits du collectif, eh bien, qu'ils soient un peu, comment dire, tempérés. Un État faible, des individus et des minorités fortes. C'est la conclusion à tirer de la Shoah. Encore une fois, c'est très important. C'est important, pourquoi je le dis? Parce que on va y arriver, mais c'est de la réponse, les réponses qui ont été données tant à droite qu'à gauche, tant par Mapai que par Meretz. Mapai à droite et Meretz à gauche, au sujet de la Shoah, tant par le Likoud que par Amos Oz, eh bien, ces réponses ne valent plus, aucune des deux, ne valent plus après le Shabbat Simchat Torah Tafshin Peidalet. Il faut revoir, relire notre compréhension de la Shoah et nos conclusions que nous avons tirées de la Shoah. Et c'est une chose très importante. Et là, je dis, quand je préparais ce... Non, je vais venir plus tard. Je vais venir plus tard. Revenons maintenant sur l'historique. Maintenant, on arrive dans les années 2000. 2016, le fameux discours Neum HaTahalichim du député commandant général de Tzahal, qui est devenu maintenant le chef du parti travailliste, ou de ce qu'il en reste, Yair Golan. Et j'avais ces sources en hébreu, mais je me suis dit, non, non, je vais les chercher. Je ne vais pas me servir de Google Translate. Je vais les chercher dans l'original. Alors, où est-ce que j'ai trouvé l'original, naturellement? Très intéressant. La première chose qui a apparu dans Google, c'était
l'article dans le journal Le Monde. Parce que naturellement, ça fait plaisir au monde qu'un député commandant général d'Israël s'exprime de cette manière. On le sait tous, je le dis quand même. Yair Golan, le discours prononcé par le chef d'état-major adjoint israélien Yair Golan, c'est pris d'un article du Monde de 2000, Yom HaShoah 2016. Lors du début des commémorations de la Shoah, le 4 mai, n'est pas passé inaperçu. Le militaire souhaitait faire part aux invités et au reste du pays de son inquiétude de reconnaître aujourd'hui en Israël les mêmes processus nauséabonds qui existaient en Europe en général et plus particulièrement en Allemagne il y a 70, 80, 90 ans. C'est-à-dire, on voit que la position des professeurs de l'université, la position de Amos Oz, de Aleph Bet Yoshua, de Grossman, je ne les ai pas cités, mais elles sont plus ou moins les mêmes, de Martin Buber, elle a conquis le maté général de Tzahal, le QG de Tzahal. Quand ils partent avec les délégations de Yad Vashem en Pologne, eh bien, les équipes du Chel Chinour et de Yad Vashem leur inculquent les dangers nazis et de déceler cherche le nazi en Israël, en gros. C'est ça, il y a la chasse au trésor, et maintenant il y a la chasse aux nazis, la chasse aux nazis ou la chasse au nazisme en Israël. C'est le grand danger. Le grand danger, c'est-à-dire que, alors que dans les années 60, après le procès de Eichmann, on était unis sur une mémoire et une lecture de la mémoire commune, Shoah, Medina, Tzahal. Après, dans les années 90 et dans les années 2000, et à plus forte raison 2010, eh bien, c'est Shoah, démocratia, droit de l'homme, droit des minorités. C'est-à-dire, plus il y a de droits de minorité, plus il y a de droits de l'homme, plus il y a de droits de l'autre. L'arabe, le surnommé palestinien, etc., etc. C'est notre nouvelle réponse à la Shoah. Et ceux qui maintiennent la vieille réponse, non, c'est ça, non, c'est la force, non, c'est un esprit national fort, non, c'est la Messirut Nefesh, le don de soi, tout d'un coup, ils sont perçus comme qui? Comme ceux qui font partie des processus nauséabonds. Les processus nauséabonds, c'est ceux qui gardent l'ancienne mémoire de la Shoah et ceux qui tirent les anciennes conclusions de la Shoah. Il faut avoir un État fort et un juif fort et une fierté nationale forte et des méchinot gdam tzvaïyot et puis des généraux qui sont pris à partir et attaquer, qui doivent être retenus, et pas les généraux qui doivent faire de la achala bachla, de la achala, de maintenir, de ne pas surtout pas vouloir vaincre l'ennemi, parce qu'autrement, avec qui on va négocier, etc., etc. Et a fortiori, comme la Shoah était un objet de bagarre intestine dans les années 50, dans les années 2000, 2010, encore une fois, la Shoah devient de plus en plus un objet de controverse et de bagarre, et de moins en moins un objet de consensus. Je voudrais, avant de continuer, lire la réponse, parce que c'est très important aussi, de Irit Linor. C'est pas la réponse, c'est la réponse à cette vision, à cette perception véhiculée par Yair Golan, qu'elle dit d'une manière très fine et très profonde. Elle lui répond pas de face, elle lui répond pas de, comment dire, comment tu parles, etc. Non, elle analyse, elle fait véritablement un diagnostic de cette position. D'où est-ce qu'elle vient?
Et c'est très important de le lire. Irit Linor, l'écrivain, qui a une histoire très intéressante. Elle était commentatrice à la radio. Elle représentait la partie gauche face au journaliste très connu, non, Elitsour. Non, rappelez-moi, non, pas Elitsour. Yalla. Baruch Hashem. L'humoriste, enfin bon, ça va me revenir, peu importe. Et puis, ils ont tellement ri qu'elle est passée à droite. Et c'est ce qu'elle écrit. Aujourd'hui, elle travaille, elle est écrivain, et elle travaille au Arutz Arbaesre, au 14e. Elle dit ça. Lorsque les Goïms comparent les Israéliens en Asie, ils tentent de se donner bonne conscience rétroactivement, même si c'est aussi la continuation de la folie antisémite habituelle. Ce qui est étrange, c'est que certains Israéliens tirent un réconfort tordu de cette comparaison. Ils effectuent une sorte de correction psychique et toxique surtemporelle des aspects humiliants de notre histoire. Elle va expliquer. Certains préfèrent voir un seigneur, c'est-à-dire un maître, dans le miroir, même si c'est un criminel de guerre et un meurtrier. C'est mal traduit, seigneur. Elle parle de paritz. Yesh ma'adifim lirot bemara paritz. Je ne sais pas comment vous traduirez paritz, Ken. Un suzerain, un seigneur dans le sens féodal du terme, Ken. Dans le mémoire, même si c'est un criminel de guerre. Pourquoi? Parce que le tueur, lui, au moins, a du pouvoir, une marge de manœuvre. La victime juive n'en a pas. C'est-à-dire, je préfère être maître de soi, même si de temps en temps, ça a l'air d'être, si j'ai la tête d'un meurtrier, plutôt que d'être une victime sans défense. Si nous pensons, je continue, si nous pensons que le peuple palestinien est persécuté de la même manière que nous avons été persécutés, que le peuple juif a été persécuté, c'est-à-dire qu'en gros, c'est la roue de l'histoire, tantôt c'est nous, tantôt c'est quelques autres, et que les soldats de Tzal sont parfois appelés nazis, voilà, des soldats de Tzal, même la déportation de travailleurs illégaux est parfois décrite en des termes qui rappellent les éléments nazis. Peut-être pouvons-nous masquer l'insulte d'avoir été détruits comme des chiens, l'insulte de l'ancien, du nouveau et de l'éternel antisémitisme chrétien. C'est-à-dire, si je suis prêt à me voir en tant que persécuteur, alors peut-être je suis quitte du crachat et de l'humiliation faite par l'antisémitisme chrétien. Nous voulons tous raconter la Shoah d'une manière qui ne porte pas atteinte à notre quotidien, qui nous donne le sentiment de contrôler notre vie. Peut-être vaut-il mieux penser que les attentats suicides sont quelque chose que nous avons provoqué, plutôt que de sortir la tête par la fenêtre et de soupirer en disant « Oi, 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 ils tentent à nouveau de nous exterminer, quelle galère !» C'est-à-dire, vous comprenez, plutôt vaut mieux être sujet, même cruel, qu'objet, victime. Le sort des Juifs, et là, elle répond véritablement à les positions pacifistes. Le sort des Juifs est une véritable misère, en particulier pour ceux qui ne peuvent trouver de réconfort dans la religion, ni dans les droits ancestraux, ni dans les Kensrut Avot, ni dans la fierté nationale. C'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas la Torah, et pas les pères, et pas la tradition, et même pas la fierté nationale, ils n'ont pas de quoi faire face au destin du peuple juif. Ils n'ont pas de réponse. Et elle continue, principalement pour ceux qui se sentent, juste titre, égaux à tout goy, citoyens du monde, consommateurs et producteurs de culture, de technologie et de valeurs actionnelles. Startup Nation. N'est-il pas plus pratique de croire que cette haine unique
vient de quelque chose que nous avons fait et que si nous la réparons, elle disparaîtra. Qu'est-il préférable? Savoir que les condamnations, l'incompréhension, l'aversion, l'hostilité, les boycotts, les sanctions sont une punition pour vos crimes, pour nos crimes, une punition pour notre existence même, en tant que telle. Et bien naturellement, ce qu'elle insinue, c'est que ce n'est pas pour rien que tellement d'Israéliens prennent plaisir à s'appeler eux-mêmes, à appeler notre armée, sans parler des Mityashvim, etc., en termes fascistes, nazis, etc., etc. Parce que de cette manière, c'est leur façon de porter le fardeau ou d'échapper au fardeau de la mémoire. Parce que si nous sommes nazis, eh bien, il n'y a aucun déterminisme à l'histoire. Tantôt c'est eux, tantôt c'est nous. Mais si on regarde la réalité telle qu'elle est, et qu'on ouvre la fenêtre et on voit encore une fois, ouf, encore une fois, Amalek, tu es là. Encore une fois, Bekol Dor Vador Omdim Aleinu Lechaloteinu. Chaque génération, ils se dressent contre nous pour nous exterminer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui me dépasse. Ça veut dire que je ne suis pas jusqu'au bout maître de mon destin, de mon histoire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que la normalité n'est pas à l'avenir, n'est pas à l'horizon. C'est quelque chose que je peux pas. Eh bien, maintenant, je voudrais passer au pourquoi est-ce que ce jour-là n'est pas le même. Parce que ces deux conclusions tirées des leçons de la Shoah, aujourd'hui, elles ne valent plus. La conclusion de la droite, que l'État, c'est une réponse à tout, elle ne marche pas. Pourquoi? Parce que pendant 6 heures et demie, le 7 octobre, ça n'a pas marché, l'État n'était pas là. Et on a vu ce que ça nous a coûté. L'État s'est endormi, l'armée s'est endormie, le Shabak s'est endormi, les renseignements se sont endormis. Les soldats ne se sont pas endormis et ils ont hurlé. Mais les gens ne les ont pas entendus. Pourquoi? Parce que l'État, et je ne parle pas seulement des généraux, etc., a été endormi par la conception. Et je ne veux pas m'en prendre à Ronenbar qui n'a pas donné l'ordre de la lot et ramata konenut, de relever l'état d'alerte, donner l'état d'alerte à 2 heures, à 3 heures du matin, le 7 octobre, je ne m'en prends pas à Khaliwa et à... Non, c'était un état où nul ne voulait véritablement voir le danger tel qu'il était. Parce qu'on vivait bien. Au niveau économique, au niveau etc. Et donc là, ce n'est plus la réponse. Il ne suffit pas d'un État fort. Il faut qu'il ne soit pas seulement fort, mais qu'il soit sain. S-A-I-N et S-A-I-N-T. Il faut qu'il soit sain, qu'il voit la réalité telle qu'elle est. Qu'il ne soit pas atteint de maladies auto-immunes où il se lutte contre lui-même, contre ses amis. Il voit dans ses ennemis ses amis et dans ses amis ses ennemis. Ça ne va pas marcher comme ça. Maintenant, l'autre, donc ça, c'est une réponse qui n'est plus suffisante. Maintenant, la réponse de la gauche, la réponse cosmopolite, qu'il faut renforcer la démocratie, etc. Besed. Vous avez renforcé la démocratie, peut-être, admettons, vous avez renforcé la démocratie en Israël, vous avez éduqué tous les enfants juifs à l'heure du pluralisme, du multiculte, etc., etc., etc. Mais vous n'avez pas vu grandir
Le monstre islamique fondamentaliste à 2 pas de nos maisons. Et votre humanisme a démuni, a désamorcé toutes nos forces de défense. Peut-être ça vaudrait la peine de vous préoccuper de l'éducation démocratique de nos voisins avant de vous, etc. Vous avez été incapable de voir le danger parce que avec votre éducation, eh bien, on était endoctriné à voir partout uniquement des êtres humains qui veulent bien vivre. Il n'y a pas de fanatiques. Ouais, il y a quelques fanatiques, mais c'est des malades mentaux. Ils sont tous des malades mentaux. Un être humain ne se conduira pas comme ça. Maintenant, c'est une leçon qui doit être jetée aussi à la poubelle, parce que c'est une leçon qui nous a euh, enlevé nos défenses. Et c'est pour ça que ce Yom HaShoah est différent de tous les autres Yom HaShoah. Ma nishtana Yom HaShoah azeh mikol yamei HaShoah kodmim. C'est qu'aujourd'hui, plus aucun général, ministre de la Défense, Premier ministre, ne pourra pas monter sur la tribune de la Knesset ou de Yad Vashem ou ailleurs et dire Leolam lo ki yesh lanu tzahal. Maintenant, je dis en parenthèse, sachant très bien que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est lo Shoah. C'est lo Shoah. C'est quelque chose, c'est une atrocité, quelque chose de fou, de fou, de fou, de fou, de fou, mais ça lui ressemble. Mais ça lui ressemble. Et vous ne pourrez plus tenir ce discours. Et la gauche, ou les cosmopolites, etc., en tout cas ceux qui se respectent, ceux qui ne nous prennent pas pour des idiots, elle ne pourra pas continuer à tenir le discours comme si le seul problème d'Israël, ce sont les processus intérieurs qui rappellent des processus antérieurs de l'Allemagne d'il y a 70, 80, 90 ans. Non. Ceux qui nous menacent, c'est Amalek qui est à la porte, c'est Téhéran, c'est Gaza, c'est Rafah, c'est Beyrouth, c'est Damas, sans parler d'autres capitales. Et c'est là qu'il faut voir le danger. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'a dit Rit Linor? Les gens ne voient pas parce qu'ils ne sont pas capables, puisqu'ils n'ont pas les outils conceptuels pour voir. Qu'est-ce qu'on répond à cela? Qu'est-ce qu'on répond à cela? À cette analyse psychologique très fine et très juste? Eh bien, je pense qu'il y a deux réponses. Elles sont toutes deux optimistes. Vous savez quoi? Je ne sais pas quelle réponse, quelle décision va être prise par le gouvernement aujourd'hui et demain après-demain. On entend des choses différentes. J'entends des choses, je ne sais pas, hier, une Shabbat parlait d'une personne qui est plus au fait que moi, en tout cas, de ces choses, qui m'a beaucoup, beaucoup rassuré. N'en fais pas, on va y entrer. Il y a beaucoup de brouillard délibérément. Les Américains nous ont posé comme condition qu'on doit évacuer des centaines de milliers d'Arabes de Rafah. Et du point de vue militaire, c'est aussi très bien parce que c'est beaucoup plus facile de combattre dans un milieu où il y a plus de civils, où il y a beaucoup moins de civils, etc., etc. Et toutes les brigades sont déjà prêtes à entrer, etc., etc. Mais je ne sais pas.
même si c'est pas comme ça, il y a une nouvelle génération qui est apparue. Une génération qui ne va plus grandir dans la conception. Une génération qui a vu Amalek, une génération qui a vu les soldats d'Israël plus héroïques que jamais, plus forts, plus unis, plus déterminés que jamais, véritablement. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre à cette génération de grandir et de remplacer celle qui nous gouverne à tous les échelons aujourd'hui, mais elle a un tout autre état d'esprit. Et ça, c'est la réponse au niveau national. Ça va prendre du temps, mais on ne peut pas ne pas être optimiste. Et puis, il y a une autre réponse. Une autre réponse qui est aussi très importante, c'est que quelle réponse tu vas donner à un danger, à un tel danger? Comment tu fais pour combattre la peur dont parle le Rav Tzvi Yehuda Kook? La peur qu'a instaurée en nous la Shoah et qu'ont voulu instaurer en nous le 7 octobre les néo-nazis du Hamas. Comment est-ce que tu fais pour ne pas avoir peur? Je pense que chaque soldat a vécu cette chose et j'imagine que là, vous pouvez apprendre beaucoup plus que moi, je peux vous apprendre. Moi, je réponds au niveau personnel. La première fois que dans ça, j'étais dans un état où, ouais, yalla, ma fride, ça fait peur. Ils peuvent me tirer dessus. Oi, oi, oi. Il y a une première réaction qui est animale, un peu, ça fait peur. Et puis tout d'un coup, quelques secondes après, tu dis, regarde, Targuir, qu'est-ce que tu fais là? C'est ta terre? Oui, c'est ma terre. C'est ton peuple? Oui, c'est mon peuple. C'est ton État? Oui, c'est mon État. Ceux qui t'attaquent, ils ont eu raison, ils ont tort. Ils ont tort. C'est qui a raison? C'est moi. Ah, alors j'ai plus peur. Pourquoi? Parce que tu te rappelles de quelque chose qui te dépasse, qui est plus grand que toi, qui est beaucoup plus grand que toi. Toutes ces choses que j'ai mentionnées sont beaucoup plus grandes que toi. Alors tu n'as plus peur. Alors tu fais ce qui doit être fait. וזהו. והכל בסדר. והכל בסדר. C'est beaucoup plus grand que toi. On appelle ça identité. Tu as retrouvé ton identité, tu as plus peur de te prendre un poing dans la gueule. Au contraire, pour cette chose-là, ne pas se prendre un point ne pas se prendre un point sur la gueule, c'est une honte, c'est une disgrâce. On n'aura pas quoi répondre à nos enfants et à nos petits-enfants. תגיד שלום. תגיד שלום בצרפתית. איך אומרים שלום בצרפתית? Bonjour. Comprenez? Donc, la réponse, c'est l'identité. On nous attaque en tant que juifs. Très bien. On doit donner une réponse de juif. Donc maintenant, la réponse à la Shoah, eh bien, elle doit être un peu modifiée. C'est l'État? Oui. C'est les droits de l'homme, bien entendu. Entre parenthèses, les juifs sont aussi des hommes et des femmes. Parce que très souvent, ceux qui parlent de droits de l'homme, des femmes et des minorités, etc., ils oublient que les juifs sont aussi des hommes, des femmes.
Mais pour pas que l'État se trompe, pour que les individus ne se trompent pas, eh bien, ils doivent être emplis d'une identité très, très forte qui leur donne la force et qui leur donne les buts qui justifient cette guerre, qui justifient ce courage, une identité qui nous dépasse. Et l'identité qui nous dépasse, c'est une identité qui est aussi ancrée dans la Gdusha, où Akadosh Baruch Hu a sa place. C'est pas pour rien que les soldats, partout, peu importe qui, religieux, etc., religieux, Chiloni, Makol, ont donné beaucoup de place à Kadosh Baruch Hu à Gaza pour vaincre. Et c'est la nouvelle réponse qui doit être donnée à la Shoah. Bon, vous avez écrit beaucoup de choses. Et regarde, Johan, peut-être que je peux te demander encore une fois, au lieu Oui, que oui. c'est moi qui lis, oui, de lire ou de donner la parole. Il y avait pas beaucoup de réactions. Il y avait le nom de quelqu'un que tu cherchais. Michael Gross, il a dit c'était Rui Orbach. Uri Orbach, Bedio. Toda, Uri Orbach, bêta. Voilà. Et c'est tout, c'est toutes les réactions qu'il y a eu. Maintenant, vous Ok. pouvez ouvrir les micros. Un grand merci. C'était magnifique comme d'habitude. Voilà, les questions, c'est maintenant. Yesh. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui. Eh bien, tout à l'heure, tu as dit on ne peut pas concevoir que des êtres humains soient, enfin, que des êtres humains soient si cruels, etc., etc. Enfin, quelque chose comme ça que tu as dit. Ça m'a fait penser que on voit dans la tradition un peu kabbale que ben, les descendants de Adam ne peuvent pas être cruels à ce point-là. Mais par contre, ils ne sont pas seuls. Il y a d'autres êtres qui ne sont pas des descendants de Adam. Voilà, c'est peut-être une réponse. Oui, oui, non, ce que j'ai dit, c'est que d'après la conception cosmopolite et les leçons cosmopolites qu'on tire de la Shoah, c'est de dire que tous les êtres humains sont avant tout des êtres humains dotés de droits égaux, etc., etc., etc. Et quelle que soit leur religion, quelle que soit leur nationalité, etc., etc. Et donc, les Arabes de Gaza, eh bien, c'est la même chose. Et s'il y a là-bas quelqu'un comme Ismail Haniyeh, c'est un extrémiste. S'il y a quelqu'un comme Sinwar, Imarchement, c'est un extrémiste. C'est pas, les hommes sont avant tout des hommes. Et c'est pour ça que cette vision nous a empêchés de voir nos ennemis tels qu'ils étaient. Il nous a même empêchés de les écouter. Il nous le disait, il nous écrivait rouge sur blanc ce qu'ils voulaient faire. Ils nous l'écrivent encore. Ils ne l'ont jamais caché. Et nous, on dit, non, c'est l'Oretzini, c'est pas sérieux. Et c'est pour ça que cette leçon de la Shoah, à savoir renforcer les piliers libéraux, démocratiques, progressistes, etc., c'est une réponse suicidaire. C'est ça que je disais. C'est pas que moi, je pense que c'est avant tout des hommes. Non. D'ailleurs, ce qui était écrit dans Mein Kampf, c'était aussi ce qui s'est passé. Donc, Pardon? ce qui était écrit dans Mein Kampf, finalement, c'est ça qui s'est passé, c'est Oui, pareil. oui, exactement. Exactement. Et ce qui est écrit dans la charte du Hamas, c'est ce qu'ils veulent mettre en œuvre. Et ce qui est écrit dans le programme de Khomeini, de Rouhani, de Raisi, des ayatollahs iraniens, c'est ce qu'ils veulent mettre en œuvre. Exactement. Il y a un point que j'ai pas compris. Pardon.
Oui, parler? Émilie. Oui, oui. Ouais, un point que je n'ai pas compris, un point de détail, quand tu as parlé qu'après quand il y a eu le procès à Herman, alors tout d'un coup, religieux et laïcs ont senti qu'ils avaient un passé commun. Et tu as dit alors, il n'y a plus de crise pour les relations avec l'Allemagne. À mon avis, ça ne change rien. C'est-à-dire, on peut vouloir ou pas vouloir. Je n'ai pas compris ça vraiment. Non, 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 c'est au niveau historique. J'ai parlé au niveau historique. Au niveau Mais historique, dans les années 50, il y avait énormément de crises en Israël sur fond de nos relations avec l'Allemagne. Je donne un exemple. Moshe Dayan rencontre le chef d'état-major de la République fédérale d'Allemagne. Ça se fait savoir en Israël. Ah, scandale, le gouvernement tombe. On vend des mitrailleuses Uzi aux Allemands. On vend des mitrailleuses Uzi, il y a un gouvernement qui tombe, etc., etc. C'est-à-dire des crises gouvernementales. Pareil, il n'y en a plus eu dans les années 60 avec l'Allemagne, c'est tout. pourquoi? C'est ce que j'ai dit. Oui, c'est un fait, mais pourquoi? C'est pas une conséquence. C'est pas parce qu'on a euh, euh, conscience d'un passé commun que ça doit empêcher ces différences de. Si, parce que cette controverse était sur le passé, c'était un passé trop chargé pour le porter. C'est pour ça on se rejetait comme on dit, le hot potato. C'est à cause de toi que ça s'est passé. C'est à cause de Kastner. Non, c'est toi qui as collaboré. Non, Ben Gurion, toi, tu n'as rien fait pour nous sauver. Non, c'est vous les Haredim qui avez dit. Non, et tout le monde s'entre-accusait. Tout le monde s'entre-accusait d'être responsable. C'est comme aujourd'hui, il y a des personnes qui accusent des militaires, des premiers ministres, des généraux, des chefs de ci, etc., d'avoir causé le 7 octobre. Non, le 7 octobre, c'est pas les généraux qui ont causé ça, c'est le Hamas. C'est le Hamas. Ouais. Naturellement, il y a eu des erreurs, il y a ici et ça, mais c'est pas eux qui ont causé, c'est pas eux qui ont initié, c'est pas eux qui ont provoqué, là, là. Et du moment qu'on s'est mis d'accord que, attendez, il y a un ennemi, c'est pas un ennemi à l'intérieur. L'ennemi, c'est Hitler, c'est Eichmann. Okay? Et nous, on était les victimes. Ça fait partie d'une. Zéro, on s'est mis d'accord. Bon, on se dispute plus là-dessus. On se dispute plus là-dessus. On s'est mis d'accord, zéro. On cherche plus. Le coupable a été trouvé. On n'a plus besoin de le chercher à l'intérieur. Il est à l'extérieur. Zéro. Je vous écoute. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire comme Manitou que le vrai problème, c'est que les Juifs, les Israéliens maintenant, au lieu, ils se regardent à travers la culture occidentale, au lieu d'appréhender les cultures qui nous entourent à partir de notre propre patrimoine. Quand tu as dit tout à l'heure, tu as pris les analyses de la Shoah en disant que oui, on a conclu de la Shoah finalement que les responsables des massacres du XXe siècle, c'était la nation, c'était les identités, c'était les idéologies. Ça, c'est le postmodernisme. Alors les Israéliens, ils se regardent à travers les catégories du postmodernisme. Et est-ce que l'urgence aujourd'hui ne serait pas tout simplement que les Juifs se prennent au sérieux? Manitou disait, il faut prendre au sérieux les textes de notre tradition, que les Juifs commencent à prendre au sérieux leurs propres traditions et commencent à réfléchir à travers le prisme de leur propre tradition. Tu as dit identité, c'est tout à fait ça, mais c'est ça qu'il faut faire, c'est ça l'urgence aujourd'hui. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, même, je dirais, tout à fait. Tout à fait, tu as formulé d'une autre façon ce que j'ai essayé de dire, visiblement de manière moins convaincante, mais c'est exactement ça. Maintenant, je vais attendre, je vais redonner un peu encore du souffle à tes voiles pour dire que la situation n'est pas aussi mauvaise qu'on le pense.
même d'après les sondages d'avant le 7 octobre, etc., l'écrasante majorité de la nation juive en Israël, elle est beaucoup plus du côté national que du côté cosmopolite, et elle est beaucoup plus du côté religieux que du côté athéiste. C'est-à-dire entre les quatre carrés, religieux national, religieux athéiste, athéiste national, athéiste cosmopolite, eh bien, l'écrasante majorité des Juifs d'Israël se trouve du côté national religieux. Même ceux qui habitent à Tel Aviv, même ceux qui habitent à, je ne sais pas, à Netanya, aujourd'hui aussi dans les kibbutzim, dans beaucoup de kibbutzim, Barour, mais là, il y a ce qu'on appelle les élites, l'oligarchie, etc., ceux qui sont beaucoup plus cosmopolites que les, etc., je ne vais pas les citer, peu importe. La nation, elle est, malgré tout le lavage de cerveau qu'on essaie de lui faire avec Arutz, Kan, 11, 12, 13, etc., eh bien, la nation a gardé sa sanité, son salut. Et c'est à cela qu'on doit donner la parole. Je ne sais pas, on a été avec ma fille il y a 2 semaines à la Kikar HaChatoufim, où il y avait une atzeret, comment on dit une atzeret. Ce n'est pas une manif, c'était d'un autre ordre, atzeret Ardout, une atzeret d'unité où il y avait des personnes fantastiques qui ont parlé, où il y avait Iris Raïm d'un côté, et puis son amie très religieuse de notre côté, où il y avait Sheli Shem Tov de Herzliya Pituach d'un côté, et puis celui qui a, oui, qui ont sauvé à deux, avec 2 frères, qui ont sauvé plus de 100 juifs du kibbutz Be'eri, Kalmanzon, ils parlaient ensemble, chacun qui parlait, ils parlaient par deux. Je ne sais pas si vous étiez là-bas à cette manif, elle était fantastique. Naturellement, rien n'a filtré presque dans la presse. C'était pas assez, je m'excuse, sex appeal, etc. Mais c'était fantastique. Il y avait des milliers de personnes, très, très différentes, mais très, très unies. Très, très unies. Et c'était très fort. Et tu voyais entendre, tu entendais ici des choses différentes, mais des choses de frères et sœurs véritables. C'est le nouvel Israël, c'est l'Israël post-Ynet, c'est l'Israël post-Haaretz. C'est quelque chose d'autre. Je dirais même plus, c'est même l'Israël post-Arutz 14. Parce qu'Arutz 14, il ne rajoute pas tellement d'amour, avec tout le respect qui lui est dû. Il y a quelque chose qui dépasse cette scission. Je vais lui montrer. Non, 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 non. Justement, pardon? Je m'excuse, tu as parlé d'Iris Raïm. Elle est extraordinaire. Pour ceux qui ne la connaissent pas, peut-être dans le public francophone, il faut rappeler que son fils qui a été kidnappé et qui est sorti. Il a été tué par les forces israéliennes. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Iris? Au lieu de s'insurger contre l'armée israélienne en disant que c'est eux qui ont tué son fils, non. Elle a dit aux soldats qui ont tué son fils, ce n'est pas vous qui avez tué mon fils, c'est le Hamas. Et je suis prête à vous parler, venez me voir. Extraordinaire, n'est-ce pas, Eliezer? C'est une personne fantastique et qui est devenu le porte-parole, l'un des porte-parole les meilleurs de cette génération. De cette génération qui ne fait pas le pont, mais qui fait l'union entre religieux et non religieux, entre chose fantastique, de fantastique. Et il y a beaucoup. Il y avait Haggai Lober, lui aussi qui a perdu un fils et qui a mobilisé toute une force. Maintenant, on dit non au discours qui divise, au discours qui sème la haine. En davar kaze, nekuda, même si c'est au nom des otages. On ne manipule pas, on ne politise pas l'histoire des otages qui sont maintenant, etc., qui sont là-bas. Que Akadosh Baruch Hu amène à leur libération rapide. Mais tu ne manipules pas les otages pour envoyer un pays entier comme un troupeau à l'abattoir. C'est l'ovet, car
זה לא עובד ככה. תודה רבה, אליעזר, magnifique. תודה רבה, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de leçons à prendre. Il y a beaucoup aussi parce qu'on sait que finalement, on n'est pas, la roue de l'histoire n'est pas revenue exactement 85 ans en arrière. Non, 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 non. C'est une spirale. Qu'est-ce que tu me fais, Yaya? C'est une spirale, mais avec 7 200 000 juifs en Israël. Il suffit d'une petite décision pour que Amalek soit pas seulement vaincu, écrasé, anéanti à Gaza, à Beyrouth, à Damas, partout où il se trouve. Partout où il se trouve. Et que le peuple juif fête son indépendance véritable. Et son indépendance véritable, c'est sa dépendance du Akadosh Baruch Hu. Et pas forcément